Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on va parler des grèves, d'une interview particulière d'Emmanuel Macron, d'une loi sur l'immigration, de Cuba et d'une aventure journalistique. On commence ce récap de l'actu avec la grosse actualité de la semaine en France, je parle évidemment de la grève. Cette semaine a encore été un moment fort sur le front de la mobilisation sociale. D'abord à la SNCF avec une nouvelle grève mercredi et jeudi contre la réforme de la SNCF portée par le gouvernement qui prévoit notamment de supprimer le statut de cheminot. Cette réforme, elle a été adoptée mardi soir à l'Assemblée nationale grâce au vote des députés de la République en marche, mais aussi de ceux du parti de droite, les Républicains. Pour pleinement entrer en vigueur, la réforme devra aussi être votée par le Sénat. La réforme sur l'accès à l'université, appelée loi OR pour orientation et réussite étudiante, a également provoqué plusieurs manifestations. Après l'université de Tolbiac à Paris, ce sont notamment également les Sciences Po de Paris et de Lille qui ont été occupés et bloqués par certains de leurs étudiants avant d'être évacués par les CRS. Les étudiants manifestants considèrent l'entrée à l'université comme un droit pour tous. Ils s'opposent aux prérequis comme les notes ou les appréciations que veut mettre en place le gouvernement pour pouvoir accéder à certaines filières. On suivra donc l'évolution de tous ces mouvements sur Instagram et sur Messenger dans les débriefs quotidiens de l'actualité. C'est donc à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, je vous mets les liens dans la description. Pour cette deuxième actu, on fait un petit point sur la semaine médiatique d'Emmanuel Macron. D'habitude plutôt discret, le président de la République a fait 2 apparitions télévisées la semaine dernière. À quelques semaines du premier anniversaire de son élection, Emmanuel Macron en a profité pour faire un point sur les réformes en cours. Grève de la SNCF, hausse de la CSG, université, fonctionnaires, les sujets sensibles du moment ont été abordés. La première interview, elle était sur TF1 face à Jean-Pierre Pernaut pour le journal de 13h. Un horaire loin d'être anodin car le président voulait principalement s'adresser aux retraités sur les retraites et sur la taxe d'habitation notamment. La deuxième interview, elle a eu lieu dimanche dernier et elle était diffusée sur BFM TV, RMC et Mediapart. L'entretien avec les journalistes Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel a été musclé. Certains l'ont apprécié, mais d'autres les ont accusés de poser des questions biaisées et de manquer de respect au président. En résumé, ces interviews ont été grandement commentées autant sur le fond que sur la forme. Le président a tout de même affirmé lors de cette interview que la France avait la preuve de l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien de Bachar el-Assad, comme nous vous en parlions la semaine dernière. En vue de son discours aux États-Unis devant le Congrès, c'est-à-dire le Parlement américain, le président Emmanuel Macron a également donné ce vendredi une interview en anglais à la chaîne américaine conservatrice Fox News. Le troisième temps fort de la semaine concerne la loi Asile et Immigration. Lundi soir s'ouvrait à l'Assemblée nationale l'examen, c'est-à-dire le débat, autour de la loi Asile-Immigration, aussi appelée loi Collomb, du nom du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Ce texte, il a plusieurs objectifs, avec d'abord de réduire les délais de traitement des demandes d'asile. Pour bien comprendre, les demandes d'asile, ce sont les demandes déposées par des étrangers pour obtenir des papiers permettant de séjourner en France officiellement. Le gouvernement souhaite donc réduire les délais de traitement de ces demandes. Mais le second objectif, c'est d'améliorer la reconduite à la frontière des étrangers qui n'auraient pas réussi à obtenir leur droit d'asile. Enfin, dernier objectif, améliorer la protection et l'accueil des étrangers ayant obtenu l'asile. Alors, pourquoi cette loi fait autant débat? Eh bien, pour la droite, elle est trop timide et ne va pas dans le fond des choses, alors que pour la gauche, pour faire très simple, elle est trop stricte et ne respecte pas les droits de l'homme, notamment sur la situation des mineurs étrangers. Même la majorité, c'est-à-dire les députés de la République en marche, le parti du président de la République, connaît des divisions. Un petit groupe de députés regrette une logique d'efficacité pour traiter l'immigration qui est avant tout un problème humain. Pour la quatrième actualité de la semaine, direction l'île de Cuba. Pour la première fois depuis près de 60 ans, ce n'est pas un membre de la famille Castro qui dirige Cuba. Jeudi, les députés cubains ont élu quasiment à l'unanimité Miguel Díaz-Canel pour succéder à Raúl Castro. En même temps, l'ancien numéro 2 du régime était le seul candidat à cette élection. Raúl Castro avait repris les rênes de Cuba après la mort de son frère Fidel Castro en novembre 2016. Cela dit, Raúl Castro ne disparaît pas du paysage politique car il demeure secrétaire général du Parti communiste de Cuba et dirigeant de l'armée jusqu'en 2021. Le principal défi de Miguel Díaz-Canel sera de poursuivre les transitions commencées par Raúl Castro. Ouverture de l'économie aux petits entrepreneurs privés, rapprochement historique avec les États-Unis, le pays communiste, fermé pendant plus de 40 ans, s'ouvre aujourd'hui davantage au monde. Sur une île où 80% des besoins alimentaires sont importés, le défi agricole est aussi urgent
urgent à relever. On termine ce récap de la semaine avec une aventure journalistique inédite qui a vu le jour cette semaine, le projet Daphné. En octobre dernier, la journaliste Daphné Caruana Galizia était assassinée. Peu avant d'être assassinée, cette dernière avait révélé les liens entre des sociétés offshore, c'est-à-dire, pour faire simple, des entreprises placées à l'étranger pour ne pas payer d'impôts, et le gouvernement de Malte. 45 journalistes et 18 organes de presse, dont Radio France et le journal Le Monde, ont décidé de se réunir au sein d'un travail commun pour reprendre les enquêtes de la journaliste. Ils l'ont donc appelé le projet Daphné. Le projet Daphné, il est coordonné par une nouvelle plateforme, Forbidden Stories, un réseau international de journalistes qui a pour but de continuer les travaux de confrères emprisonnés ou assassinés. Dernièrement, les journalistes du projet Daphné ont révélé que des officiels de l'île de Malte permettaient à des Chinois ou encore à des Russes de payer $1 million pour obtenir un passeport maltais. Sachant que Malte fait partie de l'Union européenne, ce passeport permet de voyager et de s'installer sans visa dans plusieurs dizaines de pays, chose impossible avec un passeport russe ou chinois par exemple. Le débat de la semaine, c'est le suivant: la loi asile-immigration est-elle trop stricte avec les étrangers en France? Comme toutes les semaines, pour voter, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Pensez à déposer comme d'habitude un petit pouce bleu pour nous soutenir. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo et la chaîne à vos proches si ça vous intéresse. Et de mon côté, on se dit à très vite.